7 astronautes sont morts, leur famille est brisée. Le programme spatial a subi un coup terrible. La grande famille des hommes et des femmes dans l'exploration spatiale est dévastée. Pendant 16 jours, ils avaient vécu au-dessus de la Terre à bord de la navette spatiale Columbia, flottant en microgravité, menant des expériences scientifiques délicates et observant la fine ligne bleue de l'atmosphère s'étirer à l'horizon. Depuis l'orbite, les frontières disparaissaient, les conflits disparaissaient. Tout ce qu'il restait était une planète fragile et lumineuse suspendue dans l'obscurité. Leur mission STS-107 avait été déclarée un succès. Ils avaient mené près de 80 expériences, étudiant tout des cellules cancéreuses à la physique des fluides, de la science de la combustion au comportement de la poussière en apesanteur. C'était une mission entièrement dédiée à la recherche, une parenthèse rare par rapport aux tâches de construction qui dominaient les autres vols de la navette. À présent, dans moins d'une heure, ils devaient atterrir au centre spatial Kennedy. Leur famille était déjà là, observant la piste, attendant ce bang sonique lointain qui signalerait leur retour. Tout était normal, tout se déroulait comme prévu. Et puis, à 8h59, heure de l'Est, tout a disparu. 16 minutes avant l'atterrissage, le centre de contrôle de Houston a perdu le contact. La télémétrie s'est figée en plein flux. Les lignes de données qui transmettaient en continu depuis plus de 2 semaines sont soudainement devenues silencieuses. Les voix ont disparu. Sur les radars, la signature unique et stable de Columbia s'est fragmentée, se divisant en plusieurs morceaux, au-dessus du Texas. En quelques minutes, des gens à travers le Texas et la Louisiane ont commencé à signaler quelque chose d'étrange dans le ciel. De brillantes traînées de feu ont traversé la lumière du matin. Certains ont pensé à une pluie de météores. D'autres ont décrit un objet se désintégrant, quelque chose de fabrication humaine. Des bangs soniques ont résonné à travers les villes. Puis des débris ont commencé à tomber. Des fragments de métal se sont écrasés sur des toits. Des morceaux se sont éparpillés sur les autoroutes, les champs et les forêts. Certains brûlaient, certains retombèrent en silence. Et parmi ces débris, éparpillés sur des milliers de kilomètres carrés, gisaient les restes de 7 êtres humains. Une mission déjà condamnée. L'équipage de Columbia incarnait des décennies d'expérience, de formation et d'ambition humaine. Le commandant Rick Husband était réputé pour son leadership calme et sa foi profonde. Le pilote William McCool apportait la précision et la discipline de son passé dans la marine. Parmi les spécialistes de mission figuraient Michael Anderson, physicien, David Brown, médecin et aviateur, Kalpana Chawla, ingénieur aérospatial né en Inde, Laurel Clark, médecin de la marine, et Ilan Ramon, le premier astronaute israélien. Ils décollèrent le 16 janvier 2003. L'ascension semblait parfaite. Pourtant, à peine 82 secondes après le décollage, un événement critique survint. Un incident dont toute la portée allait passer presque inaperçue. Un morceau de mousse isolante de la taille d'une valise se détacha du réservoir externe de la navette. Lancé à grande vitesse, il percuta l'aile gauche de Columbia, précisément les panneaux de carbone-carbone renforcés censés la protéger lors de la rentrée atmosphérique. Sur le moment, cela ne déclencha aucune alerte immédiate. Des impacts de mousse s'étaient déjà produits par le passé. On les considérait comme un problème connu, un risque accepté. Des ingénieurs remarquèrent l'incident, analysèrent les images et firent part de leur inquiétude. Certains réclamèrent des clichés supplémentaires via les satellites du département de la Défense pour inspecter les dégâts en orbite. Cette requête fut rejetée. Le motif était d'ordre procédural, bureaucratique et finalement fatal. Pendant 16 jours, Columbia tourna autour de la Terre avec une brèche dans l'aile. L'équipage l'ignorait. La direction de la NASA sous-estimait le danger et le compte à rebours avait déjà commencé. L'instant de la défaillance. La rentrée atmosphérique est la phase la plus périlleuse de toute mission spatiale. Alors que Columbia approchait de la Terre ce 1er février, elle suivait une séquence précise. La navette pivota, alluma ses moteurs et amorça sa descente depuis son orbite. À une vitesse dépassant les 20 000 km/h, elle percuta les couches supérieures de l'atmosphère. La friction transforma l'air en plasma. Un gaz surchauffé atteignant des températures supérieures à 1600 degrés Celsius. En temps normal, le système de protection thermique de la navette absorbait et déviait cette chaleur. Mais cette fois, il y avait une brèche.
Alors que Columbia amorçait sa descente, le plasma commença à s'engouffrer dans l'aile gauche par la zone endommagée. À l'intérieur, les structures en aluminium, qui n'auraient jamais dû subir une telle chaleur, se mirent à fondre. La destruction débutait de l'intérieur. Les capteurs logés dans l'aile flanchèrent les uns après les autres. Les relevés de température grimpèrent en flèche. Les liaisons de données s'interrompirent. Au centre de contrôle, les ingénieurs remarquèrent des anomalies. Mais ils ne saisissaient pas encore l'ampleur de la situation. À 8h53, l'équipage reçut un appel de routine concernant la pression des pneus, un détail qui, avec le recul, n'avait aucun sens face au véritable problème en cours. Le commandant Rick Husband accusa réception du message, mais sa réponse se coupa net, en pleine phrase. Ce fut la dernière fois que l'on entendit Columbia. Les derniers instants. Au cours des 6 minutes suivantes, la situation s'est aggravée rapidement. L'aile endommagée créait une traînée asymétrique. La navette commença à perdre sa stabilité. Elle s'inclina légèrement, puis plus violemment. Les ordinateurs de bord tentèrent de compenser en ajustant automatiquement les gouvernes, mais l'intégrité structurelle était déjà compromise. Dans le cockpit, l'équipage a dû le sentir, d'abord subtilement, puis de façon indéniable. Des vibrations, des mouvements qui ne correspondaient plus à ce qui était attendu. La descente contrôlée cède brusquement la place au chaos, mais il n'avait presque plus de temps. À 8h59, à une altitude d'environ 63 000 mètres et filant à près de Mach 18, Columbia se désintègre. Les forces en jeu sont extrêmes. L'habitacle de l'équipage se détache dès le début de la dislocation. Pendant un court instant, estimé entre 20 et 30 secondes, il reste intact, culbutant dans la haute atmosphère. À l'intérieur, l'environnement change instantanément. Une dépressurisation rapide survient. Le taux d'oxygène chute brutalement. Les combinaisons portées par l'équipage n'étaient pas totalement pressurisées pour ce type d'urgence. En quelques secondes, les conditions deviennent fatales. L'enquête officielle a conclu que l'équipage a probablement perdu connaissance rapidement, sous l'effet de l'hypoxie et des forces physiques intenses s'exerçant sur la cabine. La cabine elle-même finit par se rompre sous la pression aérodynamique. Au moment où les débris touchent le sol, il ne reste plus rien d'intact. Une recherche sur 6200 km². Ce qui suit est une opération de récupération sans précédent dans l'histoire de la NASA. Les débris de Columbia s'éparpillent sur environ 6200 km², s'étendant de l'est du Texas jusqu'à l'ouest de la Louisiane. La zone comprend des forêts, des rivières, des terres agricoles et des petites villes, un terrain immense, irrégulier et difficile à fouiller. En quelques heures, les agences fédérales et locales se mobilisent. La NASA coordonne ses efforts avec le FBI, la FEMA, des unités de la garde nationale, la police locale, les pompiers et des milliers de bénévoles. Des hélicoptères surveillent la zone depuis les airs. Au sol, les équipes progressent en ligne à travers les champs. Des bateaux fouillent les cours d'eau. Au fil du temps, plus de 600 000 hectares sont passés au peigne fin. La mission était claire, retrouver la navette et ramener l'équipage à la maison. La réalité vécue par les équipes de recherche. Il n'a pas fallu longtemps aux équipes de recherche pour comprendre l'ampleur de la tragédie. Les restes de l'équipage n'étaient pas intacts. La chaleur extrême, la violence de la dislocation et la descente à grande vitesse avaient tout réduit en fragments. Certains restes furent découverts rapidement dès les premiers jours. D'autres prirent des semaines. Les chercheurs opéraient selon des protocoles stricts. Chaque découverte était traitée comme sacrée. Les emplacements étaient balisés par des drapeaux. Les coordonnées étaient enregistrées. Les équipes documentaient tout avant de récupérer soigneusement les restes. Pour de nombreux volontaires, cette mission était profondément personnelle et profondément traumatisante. Tous n'étaient pas des professionnels. Beaucoup étaient des citoyens ordinaires, agriculteurs, résidents, ouvriers locaux, qui avaient choisi de prêter main forte. Ils n'étaient en tout pas préparés à ce qu'ils allaient affronter. Des services de soutien psychologique furent rapidement mis en place. Des rotations limitaient le temps que chaque individu passait sur le terrain. Malgré cela, le poids émotionnel persistait. Mais parallèlement à ce poids, se trouvait autre chose, un sentiment de responsabilité. Ils ne ramassaient en ça pas seulement des débris. Ils aidaient à ramener les astronautes citerment chez eux. L'identification de l'équipage. Une fois les restes récupérés, le processus d'identification commença. Cette tâche incomba au bureau du médecin légiste des forces armées, soutenu par des experts en médecine légale habitués aux catastrophes de masse. Les méthodes d'identification traditionnelles, reconnaissance visuelle, empreinte digitale, n'étaient souvent pas possibles. L'analyse ADN devint la méthode principale. Avant la mission,
La NASA avait collecté des échantillons biologiques de référence auprès de chaque astronaute. Les familles fournirent également des échantillons supplémentaires pour faciliter le travail. Pendant plusieurs semaines, les équipes médico-légales travaillèrent méticuleusement pour faire correspondre les fragments aux individus. Chaque identification exigeait une certitude absolue. Début février, la NASA confirma que les restes des 7 membres de l'équipage avaient été retrouvés et identifiés. Pour les familles, cela marqua une étape douloureuse, mais nécessaire. Cela signifiait que l'incertitude était terminée. Cela signifiait que leurs proches avaient été retrouvés. Leur retour chez eux. Les dépouilles ont été transportées à la base aérienne de Dover, dans le Delaware. Là, les équipes militaires de morgue les ont préparées avec dignité et précision. Chaque astronaute a été honoré selon les souhaits de sa famille. Rick Husband a été inhumé au Texas. William McCool a reçu les honneurs militaires complets au cimetière national d'Arlington. Les restes de Kalpana Chawla ont été incinérés. Sa mémoire portée à la fois aux États-Unis et en Inde. Ilan Ramon a été rapatrié en Israël, où il a été enterré surplombant Jérusalem. Chaque cérémonie était différente. Chacune portait le même poids. Une vie qui avait dépassé la terre, désormais rentrée chez elle. Une nation en deuil. Une cérémonie nationale se tint au centre spatial Johnson. Les familles se tenaient aux côtés des astronautes. Les collègues se tenaient aux côtés des dirigeants. Le président George W. Bush s'adressa à la nation. Il parla de courage, d'exploration, du prix qui a toujours accompagné le progrès. Il inscrivit l'équipage de Columbia dans la lignée des explorateurs, ceux qui ont traversé les océans, gravi les montagnes et franchi le seuil de l'inconnu. Le message résonna dans tout le pays. Ils ne revinrent pas sains et saufs, mais ils n'étaient en pas perdus. Ce qui fut retrouvé et ce qui ne le fut pas. Les opérations de récupération se poursuivirent pendant des mois. Finalement, environ 38% de la masse totale de Columbia fut récupérée. Cela incluait des composants structurels critiques et des parties de la cabine de l'équipage. Mais une grande partie ne fut jamais retrouvée. Même des années plus tard, des fragments continuèrent de refaire surface, découverts lors de chantiers, mis au jour par des tempêtes ou trouvés par hasard. La NASA maintient toujours des procédures pour récupérer et répertorier chaque pièce découverte. Certains lieux où les débris sont tombés sont devenus des mémoriaux silencieux, sans marquage, mais jamais oubliés. Objets personnels ayant survécu. Parmi les débris, certains objets très personnels ont résisté, des fragments de photographies, des pages de journaux intimes, de petits objets emportés dans l'espace. Ceux-ci ont été rendus aux familles, des fragments de mémoire récupérés de la destruction. Une histoire s'est démarquée. Ilan Ramon avait emporté un petit rouleau de la Torah qui avait survécu à l'Holocauste. Il avait également apporté un dessin réalisé par un enfant mort à Auschwitz, un dessin imaginant la Terre vue de l'espace. Un fragment de ce dessin a été retrouvé, endommagé, brûlé, mais encore reconnaissable. Il repose désormais dans un musée à Jérusalem. Un pan d'histoire qui a survécu à l'inimaginable, par 2 fois. Une science qui a survécu. Même une partie des travaux scientifiques de la mission a survécu. Certaines expériences avaient été conservées dans des conteneurs spécialement conçus, bâtis pour résister à des conditions extrêmes. Certains de ces conteneurs ont été retrouvés intacts. À l'intérieur se trouvaient des données. Données recueillies en orbite par un équipage qui n'est jamais revenu. Leur travail a continué. Étudié, analysé et utilisé par des scientifiques. Même dans la perte, la mission a contribué à la connaissance. L'enquête. À mesure que les efforts de récupération se déroulaient, les enquêteurs cherchaient des réponses. La conclusion était claire. L'impact de la mousse lors du lancement a créé la brèche fatale. Pourtant, le véritable problème dépassait l'aspect technique. Il était organisationnel. La NASA avait fini par banaliser le risque. Les impacts de mousse n'étaient plus perçus comme des anomalies critiques. Ils étaient jugés acceptables. Les ingénieurs qui s'inquiétaient ne furent pas pleinement entendus. Les demandes d'imagerie complémentaires furent rejetées. Le bureau d'enquête sur l'accident de Columbia le décrivit sans détour. Il s'agissait d'un échec de culture, et pas seulement d'ingénierie. Les changements qui suivirent. Cette catastrophe a forcé la NASA à revoir ses méthodes de fond en comble. Les protocoles de sécurité furent réécrits, les circuits de communication restructurés. La prise de décision gagna en rigueur. Des risques autrefois ignorés furent enfin pris au sérieux. Ces leçons n'avaient rien de théorique. Elles étaient gravées dans le deuil. Elles ont transformé à jamais la conduite des missions futures. L'héritage humain.
Pour les familles, les explications n'ont pas effacé la douleur, mais beaucoup ont su transformer ce deuil en action. Des bourses d'études virent le jour. Des programmes éducatifs furent lancés et des fondations furent créées pour honorer la mémoire de l'équipage. Les enfants qui avaient perdu un parent ont grandi portés par cet héritage. Certains se sont tournés vers l'aérospatiale, prolongeant ainsi le voyage entamé par leurs parents. D'autres ont suivi des voies différentes. Pourtant, tous conservent ce même lien. Une terre devenue sacrée. À travers le Texas et la Louisiane, quelque chose de durable est resté. Les communautés qui ont participé aux recherches sont désormais liées à cette histoire. À Hemphill, au Texas, un parc mémoriel se dresse aujourd'hui. Un musée préserve des objets, des photographies et des récits, pas seulement de la catastrophe, mais des personnes qui ont répondu à l'appel. Ceux qui ont arpenté les lignes de recherche s'en souviennent encore. Pas seulement de ce qu'ils ont vu, mais de ce à quoi ils ont participé. Le sens de ce récit. La destruction de Columbia fut totale. 7 vies ont pris fin en quelques secondes. Leurs restes ont été dispersés sur des kilomètres. Cela aurait pu n'être qu'une histoire de deuil, mais ce ne fut pas le cas. Des milliers de personnes se sont rassemblées, des inconnus, des professionnels, des bénévoles. Ils ont cherché, ils ont recueilli, ils ont honoré. Chaque fragment comptait, chaque vie comptait. L'ultime vérité. Les astronautes de Columbia connaissaient les risques. Chaque lancement les porte, chaque mission se tient sur le fil entre le succès et la catastrophe. Ils y sont allés malgré tout, parce que l'exploration compte, parce que la découverte compte, parce que repousser les limites nous définit. Leurs corps sont tombés sur le Texas et la Louisiane, mais ce qui restait a été recueilli, avec soin, respect et dignité. Ils ont été ramenés chez eux, et aujourd'hui, ils reposent désormais, à travers les États-Unis et en Israël. Dans des cimetières, devant des monuments et dans la mémoire de ceux qui les ont connus. Leur mission se poursuit, dans la science, dans la sécurité, dans l'inspiration. Ils ont voulu toucher les étoiles. Et même dans la mort, ils ont un peu plus rapproché l'humanité d'elle. Ils sont rentrés, maintenant, tous les 7,